Allez les amis, on va commencer le live, non le thread, le procès de Jubilard. Ça y est, je bégaye. On va lire un thread de Juliette Compion, évidemment, qui est retournée, enfin qui est encore à Albi et qu'on remercie un maximum de GG, de cœur pour Juliette Compion. Je ne sais pas comment elle fait, en plus après la journée d'hier. Je ne sais pas comment elle fait. C'est incroyable, Pipa, merci beaucoup. C'est vous qui êtes incroyable, vraiment. Vous me suivez dans mes délires et tout, vous êtes complètement fous. Allez, on commence. Mardi 7 octobre, 10e jour au procès de Cédric Jubilard à Albi. Une série de témoins sont attendus aujourd'hui à la barre, dont le médecin légiste qui a expertisé l'accusé et la famille qu'il a accueilli quand il était enfant. Ah, donc il va y avoir la famille d'accueil de Cédric Jubilard. GG Juliette. Juliette Campeone, c'est la meilleure. Merci à elle. Et sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, booster la vidéo. Allez, c'est bon, j'ai fait ma pub, on peut continuer. Après ce qui a été présenté comme un coup de théâtre de la défense hier à l'audience, la présidente devra décider si elle fait venir ou non le gendarme qui a travaillé sur la téléphonie. C'est peut-être lui le copain qui fait copain-copain avec l'amant. Emmanuel Franck et Alexandre Martin affirment que le téléphone de l'amant de l'infirmière disparue a activé une cellule réseau couvrant le domicile des Jubilards. Contrairement à ce qui a pu être dit, il ne s'agit pas d'un bornage téléphonique, mais d'une activation via Internet. Ok, je suis pas sûre de comprendre la nuance. Pire, il dénonce une falsification des enquêteurs, affirmant que ces derniers ont fait disparaître l'étude téléphonique de l'amant. Je n'ai plus confiance dans les gendarmes, avait lancé Alexandre Martin hier, réclamant qu'un expert indépendant vienne se prononcer. Merci beaucoup d'avoir claqué ton prime check. Check ça la rafale. Meilleure voix que Maria Carré. Par contre, vous êtes énormément de personnes à me dire que j'ai une très belle voix. Merci. Vraiment, merci. Je sais pas si c'est le micro ou quoi, mais on ne m'a jamais autant complimenté sur ma voix que depuis que je fais des lives sur Twitch. Vraiment, merci beaucoup. Sortez les popcorn. Ah ouais, vous avez lu, vous, déjà ? Mais vous lisez avant ou pas ? Vous vous spoilez ? Avant ou pas ? Bon, on reprend. Du coup, l'audience reprend. La présidente annonce le rejet de la... Oh ! La présidente annonce le rejet de la demande formulée par la défense hier. Celle-ci réclamait que la Cour acte le fait que le PV concernant la localisation du domicile de Donna Jean a été retiré par la procédure par les gendarmes. Les faits allaient... Mais attendez. Impossible pour moi de lire solo. Ouais, je comprends. Non mais attendez. Donc là, la présidente refuse qu'on investigue plus sur ce qu'ont dit les avocats de la défense de Cédric Jubilard hier. Franchement, là, je comprends pas. Bon, attendez, elle dit « Les faits allégués par la défense ne sont pas survenus à l'audience, donc la Cour rejette la demande de Maître Franck et Maître Martin », déclare la présidente. J'arrive pas à comprendre la raison, là. T'es pas prête pour la suite. Non, mais attendez, mais je comprends pas. La magistrate annonce par ailleurs avoir convoqué le gendarme qui a travaillé sur le téléphone à 15h30 cet après-midi. Ah ! Il vient quand même ! Je comprends plus rien. Tu as la même voix que Lorelai, esclave Horror Story. Je connais pas, j'irai écouter pour voir si tu me dis vrai ou pas. Parce que c'est du bluff, les avocats de Cédric. Possible aussi, hein. Possible aussi. On entend à présent André Alran, ingénieur en procédés industriels. Il s'exprime sur la condensation observée dans la voiture du couple Jubilard au petit matin. C'est vrai qu'il y avait de la buée quand les gendarmes sont arrivés. Au petit matin, donc, du 16 décembre 2020, par les gendarmes primo-intervenantes. La veille, Delphine Jubilard est rentrée de l'école avec ses enfants en fin d'après-midi et n'a pas réutilisé la voiture. Laurent Boguet, avocat des enfants Jubilard, demande si la chaleur engendrée par les enfants et leur mère autour de 16h pourrait justifier les observations réalisées par les gendarmes autour de 6h du matin. T'as pris ta bagnole à 4h de l'après-midi, tu vas pas avoir de la buée à 6h du matin. Ça n'a pas de sens. Non, c'est moi ? Coucou Pipa, c'est ton premier message. Que veux-tu me dire, Selishka ? Je te suis depuis plus d'1 an. Oh, incroyable, putain. Joyeux anniversaire. J'ai regardé toutes tes vidéos. Incroyable, tous tes débriefs des procès, mais c'est la première fois que je capte un de tes lives. Bienvenue à toi. Merci pour cette lumière de féminisme que tu apportes dans nos vies de femmes. Maghrébine aussi pour ma part. Incroyable. Tu sais que c'est quelque chose qui me manquait énormément pour moi dans le fait... Enfin, quand je consommais du contenu, le fait qu'il n'y ait pas de maghrébine féministe, etc., ça manquait énormément à ma life. Donc, je suis ravie de savoir qu'aujourd'hui,
Je représente ça pour toi. Dans ce monde patriarcal étriqué où on se sent étouffé parfois, continue ce que tu fais, c'est vital. J'ai pas de thune pour m'abonner, mais mon cœur s'abonne. Bisous. Et ton message, ton message, il m'a fait plus 1 000 € dans mon cœur. Merci beaucoup. Franchement, t'es adorable. Merci. De la buée à l'intérieur de la voiture. Mais oui, du coup, oui, c'est clairement ça. Je vais essayer, les amis, de pas faire trop de... On va essayer. Il peut y avoir de la buée sans personne dedans? Ah oui, si, peut-être. Ah, peut-être. L'expert estime que la différence entre un corps chaud et le froid de la voiture va favoriser ce phénomène de condensation. Ah, merci Pomme Banane. Du coup, t'as offert un sub à Selishka. Merci beaucoup. Ah, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Merci pour elle, vraiment. C'est, putain, la team. Mais c'est quoi cette team que j'ai? C'est quoi? Je suis obligée de m'arrêter. Vous m'obligez à m'arrêter. Tellement vous me faites chaud au cœur. Vous êtes fous. Merci beaucoup. Coucou, ça commence. Ça fait longtemps que tu as commencé? Non, je viens de commencer. Je viens de commencer. Vraiment, j'ai la meilleure team, vraiment. Allez, on continue. Du coup, la différence entre un corps chaud et le froid de la voiture va favoriser ce phénomène de condensation. Laurent Deconne, avocat du frère de la disparue, souligne que la journée du 15 décembre, il faisait froid, autour de 8 à 9 degrés. Okay. L'expert relève également l'humidité cette nuit-là qui favorise le phénomène de condensation. Donc en fait, c'est ça en fait. Dans la nuit, c'est vrai qu'il peut y avoir de la condensation qui se crée dans une voiture, mais dû au fait qu'il y ait de l'humidité, quoi. En résumé, ces réponses vont plutôt dans le sens de l'accusation, laissant penser que quelqu'un a pu... Ah, ok, donc... Ok, non. Du coup, pour lui, selon cet expert, quelqu'un a pu remonter dans la voiture pendant la nuit. Donc, c'est pas normal qu'il y ait autant de buée dans la voiture, même au vu de la fraîcheur, du fait qu'il faisait froid et du fait qu'il y avait de l'humidité. Perso, j'ai souvent de la buée le matin et pourtant personne dort dedans. Peut-être qu'il y a des chats. Oui, mais ça peut arriver, mais peut-être qu'il y a un certain... genre, est-ce qu'il y en avait beaucoup, pas beaucoup? Ma vieille 106 en avait, mais un peu. Après, peut-être aussi ça dépend de l'isolation de la voiture. Les 107, elles datent un peu. J'adore les voitures vintage, hein, comme les robes vintage. J'aime tout ce qui est vintage de toute façon. Mais elle avait une 307, il me semble. Ah, quoique 307 aussi, elle n'était pas non plus toute récente. Hein. Donc... Je vais twerk à fond. Tu me régales. Oh putain. Il a une vieille voiture. Ouais, c'est une 307 qu'elle a, donc c'est pas non plus peut-être il y a des problèmes d'isolation ou je sais pas comment on pourrait dire, d'aération, ouais. L'expert a dit que c'est possible que quelqu'un soit remonté dans la voiture, mais pas obligatoire. Ben, c'est ce que je lis. Donc en résumé, ces réponses sont plutôt dans le sens de l'accusation, laissant penser que quelqu'un a pu remonter dans la voiture pendant la nuit. Côté défense, Alexandre Martin constate que ces constats sont uniquement théoriques puisqu'il n'a pas expertisé la voiture du couple Jubilard. Vous n'avez pas fait de constatation sur l'étanchéité de la voiture, insiste l'avocat. Puis même en soi, je trouve que sur ce point-là, c'est pas tant une preuve parce que bon, il n'y a pas forcément eu... il aurait fallu directement sur le coup peut-être expertiser l'étanchéité de la voiture et voir par rapport à l'humidité, etc., etc. Mais c'est vrai qu'après coup, dire il y avait de la buée sur la voiture, pour moi, ça vient pas appuyer, argumenter plus que ça, quoi. L'avocat prend un exemple personnel et affirme que son fils étudiant avait une voiture pourrie et que le matin, quand il montait dans son véhicule, on ne voyait pas à travers les vitres. Comme ce qu'on disait, quoi. Emmanuel Franck débat longuement avec l'expert sur ce sujet de la condensation. S'il y a utilisation du véhicule dans la nuit, c'est manifestement autour de 23h minuit. Est-ce que vous pouvez trouver des stigmates de condensation à 6h du matin, lui demande-t-elle. Je ne me prononce pas sur l'horaire, mais il n'y a pas de remontée de la température. Ces gouttes restent présentes, rétorque l'expert. On entend à présent Guillaume, un voisin du couple Jubilard. En 2 phrases, il apporte un témoignage essentiel. Quand je suis rentrée le jour de la disparition, je me suis garée face à face avec la voiture de Delphine. Et quand je suis partie en voiture à 7h30 du matin, la voiture était dans l'autre sens, déclare-t-il simplement à la barre. Donc la voiture a changé de sens. Mais où est passée Delphine? Franchement, là, c'est un truc de fou. Pour moi, elle est peut-être sortie ou je sais pas. Mais c'est fou, hein. C'était en décembre, vieille voiture, humidité à l'intérieur, c'est QFD. Ouais, pour moi, c'est pas une preuve en soi que quelqu'un ait pu remonter dans la voiture, mais ça aurait pu, parce que là, regardez, la voiture a changé de sens.
On a quand même quelqu'un qui a dit bah, j'étais garé face à face. Après, je sais pas. Est-ce qu'il a perdu son permis? Oui, Cédric n'avait plus son permis. L'expert a dit que c'est possible que quelqu'un soit remonté. Ouais. Il faut une chaleur pour que de la buée se forme. Soleil, chaleur de corps, respiration. On est dans le Tarn, les amis. Ils n'ont pas cherché beaucoup d'indices la nuit de la disparition. Oui, bien sûr. Bon, déjà, ils l'ont cherché assez rapidement, je trouve. 39 personnes disent qu'elle a changé de sens. Surtout quand tu as l'habitude de voir une voiture garée dans un certain sens, le fait de la voir dans un autre sens ou dans un autre endroit, ça me rappelle quand j'habitais à Pau, on avait tous, en bas de l'immeuble, on avait tous une place pas attitrée, mais attitrée. On était tout le temps garés tous à peu près au même endroit, quoi. Moi, je me rappelle, en plus, je me garais face à l'immeuble, parce qu'il faut pas marcher trop longtemps non plus. Mais j'étais vraiment tout le temps garée de la même manière, tout le temps, quoi. Donc ouais, tu le vois en fait quand il y a une nouvelle voiture, quand une voiture elle est pas garée du bon sens, elle est pas garée au bon endroit. Ah mais tiens, normalement le voisin du 3e étage il se gare là, il s'est mis là. Les gens se garent quasiment tous les jours près de la voiture de Delphine. Comment se rappeler de manière certaine le change? Je sais pas, je trouve ça mince. C'est vrai aussi que comme on a l'habitude de tout le temps voir les mêmes voitures, peut-être qu'on fait moins attention. Mais après, moi je vous dis, hein, je me rappelle quand on se garait, qu'on n'avait pas de place attitrée quand j'habitais chez mes parents. Ben, en fait, ouais, quand il y a une voiture qui dénotait par rapport au paysage habituel, on le remarquait. Je sais pas comment on le remarquait. Moi, si je garais ma voiture dans l'autre sens, déjà, ça aurait été trop bizarre. Parce que, en fait, non. Je la garais toujours dans le même sens. Et c'était impossible que je la gare dans un autre sens. Parce que, en plus, je la garais un peu. Enfin, c'était même pas vraiment une place de parking. D'ailleurs, j'ai déjà eu une amende parce que j'étais garée là. Mais c'était un espace un peu vide. Mais c'était ma place, quoi. Sauf à faire un truc dans l'urgence. Ouais, mais là, voilà, elle est restée toute la nuit et tout. Je sais pas. Après, c'est pas une preuve en soi. Hein. C'est juste, voilà, des éléments de bizarrerie. On va dire ça comme ça. Ouais, mais un jour, t'as la flemme, tu veux faire rapidement, tu te gares vite au plus simple. Oui, bien sûr, évidemment. C'est possible. C'est possible. En plus, c'était le confinement, donc c'est pas quelque chose qui l'aurait arrêté. On continue. Moi, les voitures à côté de la mienne, dans le parking, je sais exactement comment elles sont garées. Ben, moi, oui, je suis plus d'avis qu'on peut repérer ce genre de choses. Mais est-ce que c'est une preuve en soi? Je ne sais, je sais pas. En l'occurrence, ce témoignage est fiable parce que les détails lui permettent de se souvenir de la date exacte. Oui, ma mère se gare toujours dans le sens pour pouvoir repartir sans manœuvre. Si Delphine a ce genre d'habitude, ça se remarque, je pense. Oui, en plus, pour le coup, c'est vrai, tu n'as pas tort. Elle, c'est comme sa voix, enfin, la voie où elle se garait chez elle, elle était un peu en biais. Donc, ouais, si pour elle, il y a plus de facilité, etc. Après, c'est pas la preuve de l'année. Tout à fait, bien sûr. Sur ça, je vous rejoins. Du coup, la présidente lui demande ses liens avec Cédric et Delphine Jubilard. On se disait bonjour, au revoir, aucun lien particulier, dit-il. La présidente lui demande pourquoi il est si sûr de lui concernant ce changement de position de la 207. Ah, c'est pas une 307, c'est une 207 des Jubilards. J'ai vu les sièges auto et il y avait un peu de bordel et d'habitude, je ne vois jamais les sièges auto. Vous voyez? C'est vrai, ça. Quand tu mets la voiture dans un certain sens, t'as l'habitude de voir, je sais pas, tel siège, tel truc, tel endroit. Et le fait de la changer de sens, ben forcément, tu vois, t'as une autre visibilité et tu le remarques. Donc, en vrai, c'est qu'il a pas tort. Hein. La présidente lui demande, donc du coup, lors de l'audition face aux gendarmes, il avait déclaré être sûr à 90% que le capot de la voiture était bien vers le bas le 16 décembre 2020 au matin, contrairement aux habitudes de Delphine Jubilard. Parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Mais on ne voyait jamais les sièges auto. Mais maintient-il? Je trouve qu'il est même... il est cohérent. Il arrive quand même aussi à être équilibré et dire on peut jamais être sûr à 100%, ce qui est vrai en soi. Donc, bon, très intéressant ce témoignage. Et vous avez remarqué, autre chose, lui rappelle la présidente, il ne se souvient pas. Le véhicule vous avez collé, rappelle-t-elle. Oui, d'habitude je laisse une place de 90 cm à 1 mètre pour partir de suite, confirme le témoin. Guillaume se souvient avoir dû faire une marche arrière pour repartir, ce qu'il ne faisait pas d'habitude. Donc en plus, ça a changé sa manière de manœuvrer son véhicule pour pouvoir sortir. Il est lucide, oui. Effectivement, ça prouve rien, mis à part des hypothèses. Tout à fait. Tout à fait. Mon voisin de 96 ans a laissé sa porte de jardin ouverte. Or, jamais il n'oublie de la fermer et je l'ai remarqué direct. Vous voyez, vous êtes des voisins attentionnés et bienveillants, les amis.
On continue. Donc, qui promenait les chiens lui demande la présidente. Celui qui promenait les chiens, c'était Cédric, répond le témoin sans hésiter. En effet, vous aviez même expliqué que Delphine ne promenait jamais les chiens, souligne la présidente. La présidente lui demande s'il y a eu des incidents, des difficultés avec Cédric Jubilard. Non, non, affirme Guillaume. Même après la disparition, insiste-t-elle. L'homme se souvient que Cédric l'a accusé d'avoir tué son... Quoi? Pardon? Oh putain, ça a escaladé si vite, je m'y attendais pas. Vous avez des problèmes avec Cédric Jubilard? Non. Et après la disparition? Ouais, si, je me souviens, il m'a accusé d'avoir tué son épouse. Ah oui? Pour quelqu'un à qui tu disais bonjour, au revoir, et c'est tout, qu'est-ce qui se passe? Tuer quoi? Son épouse. Il a accusé d'avoir tué Delphine. De but en blanc. Ah! Denis Brognard. Ah! Bah, ok. Ah, mais tout le monde est coupable absolu, mais de fou! Mais en fait, pardon, mais ça m'a surprise parce que, genre, vraiment, il n'y avait pas de problème. Il se parlait même pas. Il a jamais parlé avec Delphine, encore moins avec Cédric. Pas de problème, mais d'un coup, ouais, bon, bah, après qu'elle ait disparu, il m'a accusé. Ok! Soi-disant que j'avais acheté une grande plaque en ferraille. Il me soupçonnait... Quoi? Il me soupçonnait que c'était moi qui avais tué Delphine, rapporte-t-il. Je lui avais dit, mais ça va pas ou quoi, se souvient le témoin? Je suis fatiguée, putain. J'ai la rêve de Denis Brognard. Ah! Putain, mais c'est fou. Mais qu'est-ce qui se passe? D'un coup, Evlan, ça s'est fait. Non, mais c'est génial. Non, mais franchement, j'aurais eu la même réaction que lui. Non, mais ça va pas ou quoi? En défense, Alexandre Martin rappelle que le témoin a été entendu la première fois le 3 janvier 2021, 18 jours après les constatations que vous avez pu faire. L'intéressé est catégorique, il ne dévie pas de ses déclarations. L'avocat de la défense affirme que les photos prises par les gendarmes, on ne voit pas de rond sur le côté de la voiture qui aurait justifié que Delphine se gare constamment capot vers le haut pour les éviter. Il demande à faire diffuser une photo où effectivement, elles ne sont pas visibles, mais la présidente affirme que sur d'autres photos, on les voit davantage. L'avocat donne les références de photos à montrer. Non, non, pas celle-là, chuchote-t-il près du micro. Sa consoeur, Emmanuel Franck, prend le relais. Comment vous expliquez que 3 gendarmes, primo intervenant à la reconstitution, aient considéré qu'il n'y avait pas de fourgonnette de Mantel à Guillaume? Parce ils étaient focus sur la voiture. Moi, je me gare là depuis plus de 15 ans. Et ma camionnette était là, rétorque-t-il. L'avocate insiste. Je n'ai jamais changé de place en 15 ans. Je ne vois pas pourquoi j'aurais changé de place, réitère le témoin. Emmanuel Franck insiste encore. La présidente intervient. Bon, il est sûr de comment il est égaré. L'avocate de la défense s'agace. Hélène Ratino la recadre. Je n'accepterai pas que vous commentiez mes questions. Je peux moi aussi vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse, lance ironiquement l'avocat général Pierre Aurignac. Et ça se clash. Hein. Ah, ça se clash. Hein. L'audience est animée ce matin. Attendez, non. Par exemple, avez-vous une explication au fait que la défense s'appuie sur les déclarations des gendarmes quand ça les arrange et affirme qu'ils mentent quand ça ne les arrange pas, nargue le représentant du ministère public. L'audience est animée ce matin, comme tous les jours finalement, Juliette Campion nous dit, pause d'un quart d'heure avant la prochaine témoin, une autre voisine du couple. Cette avocate est à vomir. Elle est très... elle pique beaucoup, elle lâche pas le steak. Hein. Elle lâche vraiment pas le steak, Emmanuel Franck, l'avocate de Cédric Jubilard. Marco, c'est le détenu à qui Cédric aurait avoué... Bon, on va continuer. Quand les gendarmes sont venus nous avertir que Delphine était... Ah non, attendez, pardon. L'audience reprend. Avec Olga S., 74 ans, habillée d'une longue robe très colorée, bandeau bleu marine dans les cheveux. Elle était la plus proche voisine du couple Jubilard. Quand les gendarmes sont venus, celle qui parle, nous avertir que Delphine était disparue, après, je suis allée étendre mon linge. Et là, j'ai vu Cédric contre des parpaings devant chez lui. Il donnait des coups de pied. Il faisait que dire « Je ne voulais pas ça », relate-t-elle. Je ne voulais pas ça. En mettant des coups de pied sur des parpaings.
Je ne voulais pas ça, qu'elle parte peut-être. Tu dis pas ça. Tu dis pourquoi moi? Pourquoi t'es parti? C'est un aveu, non? Ben, c'est très suspect d'utiliser cette formulation. Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas ça. Mais c'est un aveu, là. Ben, en fait, si c'était pour dire, en gros, je voulais pas qu'elle parte, etc., là, ta femme a disparu. Évidemment que tu ne voulais pas ça. Tu n'y es pour rien, normalement. Il aurait pu dire pourquoi moi, pourquoi t'es parti, mais où es-tu? Comment je vais faire? Que vais-je faire sans toi? Le parpaing va avoir mal. Je ne pense pas. Le fait qu'il est impliqué dans la disparition, ça prouve rien. Évidemment que ça ne prouve rien. Mais c'est très bizarre d'utiliser cette formulation. Il avait, je continue son témoignage, le témoignage d'Olga, la plus proche voisine des Jubilars, juste après que Delphine ait disparu. Il avait un regard qui me faisait peur. Je l'ai laissé se calmer et je lui ai dit « Cédric, si tu as besoin de nous, tu sais qu'on est là. » Il m'a dit « Je n'ai besoin de personne. » La présidente lui demande si elle a autre chose à ajouter. Quand j'ai secoué mes serviettes sur la terrasse devant, je voyais la voiture de Delphine dans le sens de la descente et Michel, son mari à Olga, a dit comme moi « C'est bizarre, se remémore la témoin. » Delphine, je la voyais tous les jours passer quand elle emmenait Louis à l'école. On se parlait tout le temps. Je suis mamie Olga et son mari, c'est papy Michel. C'était Delphine qui avait instauré ça. On était invités pour les anniversaires. Delphine ne partait jamais avec Louis et les chiens. Jamais, déclare-t-elle. C'est Cédric qui les sortait. Avec Delphine, c'était en famille, avec les chiens, mais pas seule avec les chiens, non, jamais, insiste-t-elle. Je vais me coucher très tôt, j'ai un sommeil très profond, je suis quelqu'un qui a un sommeil de plomb, et je dors 9 heures par nuit. Mais tu as de la chance, Olga, dis donc, déclare Olga à la barre. Elle n'a donc rien entendu la nuit du 15 au 16 décembre. Putain, en plus, c'était elle qui était le plus proche, quoi, de leur maison. La présidente rappelle qu'elle a déclaré aux gendarmes s'être couchée à 21h30 le soir de la disparition. La présidente note qu'elle n'a pas parlé du fait que la voiture de Delphine Jubilard était garée dans l'autre sens le 16 au matin. Non, madame, quand l'affaire a commencé, on pensait que c'était un petit moment de friction. On s'est dit que tout allait s'arranger, explique-t-elle. Son mari Michel est décédé. Oh, la pauvre. Son mari Michel est décédé. Avant de partir, il voulait savoir comment ça allait finir. Mais il ne l'a pas su, déclare la témoin tristement. Oh là là. Olga, cœur sur Olga, vraiment cœur sur Olga. 74 ans. Quelle badass. Olga raconte la période qui a suivi la disparition de Delphine. Ça a été un enfer, madame. J'ai été obligée de me protéger de tout le monde. Mais qu'on laisse les gens tranquilles, putain. On me disait, Olga, tu sais, toi, où il y a le corps de Delphine. Ça a été un calvaire, détaille-t-elle. La présidente lit l'audition de Michel, le mari d'Olga. Avant qu'il décède, j'imagine, il affirme avoir déjà entendu des éclats de voix dans la maison du couple. Ils étaient un peu bizarres car ils ne faisaient pas les travaux extérieurs autour de la maison, avait-il ajouté. De Cédric Jubilard, il dit que c'est un bosseur, il partait tous les jours travailler. Elle, c'était une personne discrète et très gentille. Quand j'étais hospitalisée à Claude Bernard, elle venait tous les jours me voir, avait-il relaté. Oh là là. Ah mais c'était plus que des voisins en vrai. Hein. C'était plus que des voisins, ils étaient vraiment... Enfin, Delphine, elle les aimait beaucoup. Hein. Pour les inviter aux anniversaires, pour aller le voir tous les jours à l'hôpital quand il était malade. Vraiment, la pauvre, elle a rien à voir là-dedans et on vient l'embêter. Mais en plus, enfin, frère, tu avais embêté une petite mamie de 74 ans, là. Tu sais où est le corps, elle a que ça à foutre. Delphine devait les considérer comme des membres de sa famille. Ben, j'en ai bien l'impression, au vu de comment... elle les traitait. Il a dépeint Louis comme un enfant très bien élevé. Quand il me voyait travailler au jardin, il me demandait tout le temps si je voulais de l'aide, a-t-il souligné. Louis craignait son père. Dès que le papa l'appelait, il rentrait tout de suite, avait également pointé Michel, le voisin. L'homme a été entendu 3 fois par les enquêteurs et pour cause. Sa chambre, comme celle de son épouse, il faisait chambre à part cette nuit-là, donne sur la maison des Jubilars. Leurs fenêtres sont à 10 mètres maximum de leur porte d'entrée, a souligné Michel. Mais il n'a rien vu de décisif cette nuit-là. Il a toutefois constaté que les chiens étaient du côté de la terrasse, ce qui était inhabituel, et il les a entendus aboyer dans la nuit. La présidente décide d'interroger Cédric Jubilard. Même si vous n'aviez pas le permis de conduire, on sait qu'il vous arrivait souvent de conduire, pointe-t-elle. Et lui demande d'expliquer comment il se garait. Ça dépend d'où j'arrive.
C'est Cédric qui parle. Ça dépend d'où j'arrive. Si j'arrive d'Albi, je me garais dans le sens de la montée. Si j'arrive de chez ma mère, dans le sens de la descente, répond l'accusé debout dans son box, vêtu d'un pull noir. Et votre épouse, poursuit la magistrate, elle avait les mêmes habitudes que moi, en fonction de là où on arrivait. Elle se stationnait dans un sens ou dans l'autre, affirme Cédric. Mais tout le monde affirme le contraire. Avec la déposition d'Anne, on a vu que plusieurs trajets permettaient de revenir de l'école à votre domicile et qu'elle empruntait un trajet qui faisait qu'elle arrivait par le bas et se garer son véhicule dans le sens de la montée, résume la présidente. Moi, je trouve que c'est plus dangereux de sortir le petit côté route plutôt que côté herbe, mais ça ne tient qu'à moi, parce qu'on est directement face aux voitures, précise-t-il. La présidente observe que le couple habite dans un lotissement et qu'il y a donc peu de circulation. Oui, mais au moment de la sortie de l'école, il y a plusieurs voitures qui passent, affirme l'accusé. Je peux vous assurer que ce soir-là, elle était bien dans le sens de la descente, parce qu'elle arrivait directement de l'école. Elle a pris le chemin habituel qui est le plus court, assure Cédric Jubilard. La présidente lui rappelle qu'Anne, l'une des proches amies de Delphine Jubilard, est formelle. Ce soir-là, elle a pilé parce qu'un chien du couple lui a coupé la route et elle avait bien constaté que le véhicule était dans le sens de la montée et non de la descente. Si vous insinuez que j'ai pris mon véhicule ce soir-là, je peux vous dire que non. Rétorque, déjà c'est pas ton véhicule, frérot, c'est celui de Delphine. Rétorque Cédric Jubilard. Je n'insinue rien, je vous interroge, réplique la présidente. Nicolas Ruff, l'un des avocats généraux demande à Cédric Jubilard si il est certain d'avoir vu le véhicule garé dans le sens de la descente. L'accusé confirme. Donc il y a tout le monde qui dit qu'il était dans le sens de la montée, et c'est le seul qui affirme qu'elle était dans le sens de la descente. C'est bizarre car vous aviez dit que vous ne saviez pas dans quel sens était garé le véhicule, pointe-t-il. Le magistrat cite Cédric Jubilard qui avait déclaré aux enquêteurs ne pas savoir dans quel sens était garée la voiture. Ce sont les gendarmes qui l'ont constaté ce matin, ajoute-t-il. Je me rappelle très bien maintenant, affirme l'accusé. Ok, donc pendant l'enquête, il se rappelait plus, et 5 ans plus tard, il a bien réfléchi, et il est sûr de lui, sachant que tout le monde lui dit le contraire. Ok. L'avocat général note également que lors de la reconstitution, Cédric Jubilard avait affirmé que la camionnette blanche du voisin était bien garée face à la voiture de son épouse. Ses avocats ont tenté de montrer tout à l'heure que ce n'était pas acquis. Nicolas Ruff poursuit ses questions et rappelle que Louis, le fils du couple Jubilard, a affirmé que sa mère se garait toujours dans le sens de la montée. Si j'ai tué ma femme et transporté le corps, j'aurais fait la bêtise de garer le véhicule dans le mauvais sens, interroge Cédric Jubilard. Dans l'hypothèse, monsieur Jubilard, où vous avez effectivement tué votre femme et transporté le corps, il me semble que dans l'urgence, vous avez peut-être oublié de savoir exactement comment vous garer, parce que peut-être pensiez-vous que ça n'aurait aucune importance, étant donné que vous venez littéralement de faire disparaître un corps. Je pense pas que ce soit le truc le plus incohérent qui soit. Oui, Cédric, tu l'as fait. C'est le dernier de ses soucis. Moi, personnellement, si demain ça m'arrive, je pense pas que la manière dont je gare mon véhicule, sachant que des fois je le gare en arrière, la plupart du temps je me gare en marche arrière, mais ça m'arrive de me garer en marche avant, ça dépend s'il y a une voiture à côté ou pas. Mais je veux dire que dans l'urgence, c'est vraiment le cadet de mes soucis, la manière dont je gare mon véhicule, vraiment. Si j'ai tué ma femme, il n'utilise pas le conditionnel. Avec des si, on peut refaire le monde, des amis. Si c'est bien ça, on sait dans quelle direction il venait du coup. Ah, Astrid, tu n'as pas tort, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. L'autre avocat général, Pierre Aurignac, prend le relais. Il a compté pas moins de 30 personnes qui ont répondu non à la question de savoir s'il était crédible que Delphine Ossaguel ait sorti les chiens ce soir-là. Il cite chacune des personnes ayant déclaré cela. Il en restait 2 dans le dossier qui ont dit le contraire, relève le magistrat. La première, c'est Anne. Elle a toujours maintenu que son amie ne sortait pas les chiens le soir, même si elle a d'abord déclaré le contraire lorsqu'elle a été appelée par les gendarmes le 16 décembre 2020 au matin. Elle s'en est expliquée à la barre. Elle savait que Delphine Jubilard avait un amant et avait d'abord voulu la couvrir avant de comprendre la gravité de la situation. Donc, exit, estime l'avocat général. L'autre personne ayant pu... c'est vrai que moi, tu m'appelles, tu me dis « Ouais, il y a ta meilleure amie. Elle promène les chiens ou pas Hein ?» Parce que là, elle n'est pas rentrée cette nuit. Mais bien sûr. Mais oui. Mais oui. Mais c'est même l'occasion parfaite de faire une petite balade en nature. Et après, je prends mon téléphone. T'es à l'hôtel ou pas ?
On te cherche. Direct. Mais oui. On continue. Du coup, l'autre personne ayant pu dire que la disparue sortait les chiens le soir était une voisine du village d'Arthès, où le couple vivait avant Cagnac-les-Mines, mais la configuration n'était pas la même, les rues étaient éclairées partout. Ok, donc comme les rues, il y avait de la lumière dans leur ancien village où ils habitaient, et qu'on sait aujourd'hui de sources sûres que Delphine avait peur du noir, à Cagnac-les-Mines, elle n'a pas pu promener les chiens. Prendre le bon air froid de nuit. Mais oui, mais c'est moi. Moi, j'adore me balader la nuit, les amis. Je n'étais pas présent au début du live. Y a-t-il un retour sur le téléphone de l'amant qui bip sur la borne près de la maison? Apparemment, on va entendre le gendarme qui s'est occupé d'enquêter sur ces fameux téléphones, donc reste parmi nous. Du coup, donc à part vous, rien ne rend crédible le fait que Delphine sortait les chiens la nuit, conclut l'avocat général Pierre Aurignac. Il y a 39 personnes qui racontent des histoires, insiste le magistrat. Cédric Jubilard répond, mais qu'ils ne l'ont pas vu. L'accusé maintient qu'il a sorti les chiens une première fois vers 22h et que son épouse a fait de même plus tard. Mais ok, pourquoi aurait-elle eu besoin de les ressortir, questionne l'avocat général. Ça aussi, ça n'a pas de sens. Pour éviter qu'ils fassent leurs besoins dans le sous-sol, parce que c'est moi qui nettoyais, rétorque l'accusé de 38 ans. C'est frustrant, il n'y a aucune preuve valable jusqu'ici. C'est vrai. C'est très fin, le dossier est très fin. On peut faire énormément d'interprétations sur tout ce qu'on voit. La buée, le téléphone qui borne à côté de chez eux, le sens de la voiture, le fait que Delphine, elle promenait jamais les chiens et que tout le monde est d'accord pour dire qu'elle promenait pas les chiens, et que Cédric qui dit que si, et que c'est le seul à chaque fois qui dit non, tout le monde ment, c'est jamais arrivé, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais au final, on n'a pas de vraies preuves. On n'a pas de preuves concrètes. On a aussi des menaces de mort, ça aussi. Donc on peut les interpréter par le fait qu'il a dit qu'il allait la tuer et l'étrangler et l'enterrer. Donc on peut interpréter, on peut se dire qu'il l'a fait, mais en soi, où est la preuve? Franchement, ce dossier, c'est un mystère complet. Hein. On continue. Du coup, c'est lui qui nettoyait les besoins au sous-sol. Il nettoyait pas grand-chose, mais il nettoyait ça apparemment. L'interrogatoire est tendu, les questions s'enchaînent. L'avocat général entame une autre interrogation, mais la présidente le coupe, car ce n'est pas lié au thème évoqué ce matin. La présidente demande au ministère public et aux avocats de la partie civile de limiter leurs questions au stationnement du véhicule. Mourad Batik revient sur les explications de Cédric Jubilard concernant les chiens le soir de la disparition. Il cherche à avoir des précisions de l'accusé. Celui-ci réaffirme avoir demandé à son épouse de ressortir les chiens, comme je le faisais tous les soirs, ajoute-t-il. L'avocat note que cet élément n'apparaît pas sur les procédures. Mourad Batik s'étonne que les chiens aient besoin d'uriner et déféquer de manière aussi rapprochée. Il demande à Cédric Jubilard si les deux charpés n'avaient pas fait leurs besoins avec lui lors de la balade de 22h qui a duré 30 minutes selon l'accusé. L'accusé affirme qu'il ne se souvient pas si les chiens ont fait leurs besoins avec lui. J'étais sur mon téléphone, justifie-t-il. L'avocat s'étonne de cette réponse. Je suis très étonné également. Comment tu peux être sûr, sachant que ta femme ne promenait jamais les chiens, qu'elle est repartie les promener pour qu'ils fassent leurs besoins, sachant que tu l'avais fait? Donc tu dois savoir s'ils ont fait caca ou pas. Appelez les chiens à la barre. Putain, on en est là, les amis. On en est là. On en est vraiment là, quoi. D'accord, donc ça arrive souvent que vous sortiez les chiens et que vous ne le voyez pas faire et que vous transmettiez le relais à Delphine en disant j'étais sur mon téléphone, j'ai rien vu. C'est une habitude que vous avez, interroge Mourad Batik. Oui, répond simplement l'accusé. Très bien, rétorque l'avocat. Laurent Deconne, avocat du frère de la disparue. Si seulement les chiens pouvaient parler vraiment. Oh, je vous jure, je pense que je croirais plus les chiens que les mènes. Laurent Deconne, avocat du frère de la disparue, reprend une phrase de Cédric Jubilard citée quelques minutes avant, où l'accusé disait que s'il avait tué son épouse, il n'aurait pas fait l'erreur de garer la voiture dans le mauvais sens. Ça le turlupine quand même. Ça le turlupine, cette histoire. Oui, j'aurais fait attention à ce genre de petits détails si j'aurais voulu commettre un tel crime, répond Cédric Jubilard. Mais moi, sur ça, je suis pas d'accord. Je pense que c'est vraiment vraiment, si je devais, moi, commettre un tel crime, la manière dont je gare mon véhicule, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Vraiment.
Il n'y a rien qui tient debout en vrai, c'est lui, c'est certain. Bah, il n'y a rien qui tient debout, mais il n'y a pas de preuve non plus, quoi. C'est fou, hein. C'est une histoire de fou, hein. La couette, la voiture, garée de façon inhabituelle, la façon d'agir suspect, c'est quand même des choses qui sont grandement suspectes. Évidemment que c'est extrêmement suspect et que si on interprète, et je suis la première à le dire, sa culpabilité est limite. Voilà, enfin, on a envie d'y croire, mais on n'a pas de preuve, encore une fois. Il n'y a pas de preuve tangible, palpable. Nos animaux ne manquent que la parole, c'est vrai, putain. Je suis content de ne pas être juré dans une affaire pareille. Franchement, nous, on est bien là. On est sur Twitch et YouTube. Chacun a son opinion et son avis, et c'est très bien. Mais très honnêtement, juger la culpabilité sur cette affaire de Cédric Jubilard, ça doit être très très compliqué, hein, vraiment. Donc, du coup, si on part du principe que cette voiture a été retrouvée dans le sens de la montée, vous avez donc commis cette erreur, avance Laurent de Caunes. Cédric Jubilard estime que cette hypothèse ne tient pas, car ça l'aurait forcé à faire marche arrière en côte et ça aurait réveillé mes voisins. Ouais, ça, c'est... Ouais. 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 L'audience s'achève là-dessus, reprise à 14h. Ok. Je reviens seulement à l'audience. Michel D, c'est une aide-soignante, ancienne collègue de Delphine Jubilard, est à la barre. Si les chiens ont été sortis 2 fois, pourquoi ils ont pissé sur la couette? Excellente question, Bertrand. Je ne sais pas. Moi, je donne coupable. C'est un crime presque parfait, pas de corps, pas de preuves, hormis une histoire de véhicule mal garé. Comment peut-il confirmer que Delphine soit ressortie avec les chiens après? Il a dit s'être couché aux alentours de 22h. Il me semble qu'il a dit qu'il s'était couché à 23h, non? Je sais plus. J'avoue que je n'aurais pas peur de faire une erreur judiciaire vu comment il traite ses gosses. Les amis, on se calme. Pipar Eddington reconnaît que tout le monde dit n'importe quoi et accuse à tort et à travers. Bah, les amis, encore une fois, hein, je peux dire Cédric est 100% coupable, c'est lui. Ou même dire que c'est Olga, la mamie toute discrète et gentille, c'est Olga qui a fait le coup. Et peut-être c'est même elle qui a tué son mari. Je peux dire ce que je veux, je suis sur YouTube, je suis sur Twitch. Ça va rien changer, hein. Vraiment, lâchez du lest, les amis. Lâchez du lest, tout va bien. Everything is fine. Merci beaucoup pour le Prime, Anissa. Merci à toi d'avoir claqué ton Prime avec moi. N'oubliez pas que les Primes, c'est gratuit. Vous pouvez lâcher votre Prime, un seul Prime, si vous avez un compte Amazon Prime, à votre streameuse sur Twitch préféré. On continue. Du coup, Michel, l'aide-soignante, l'ancienne collègue de Delphine, qui est à la barre. Alexandre Martin, avocat de Cédric Jubilard, relate ses propos en audition, après la conférence de presse du procureur en juin 2021 où il avait annoncé la mise en examen de l'accusé. Michel avait déclaré être anéanti. Je le croyais innocent, avait-elle ajouté. Merci beaucoup, Miro, pour le sub offert à la communauté. À Lolo, merci beaucoup. Incroyable. Merci, vous êtes adorable, vraiment. Vous me couvrez de cadeaux. Et vous couvrez la team de cadeaux aussi. Merci beaucoup. J'essaie de rester concentrée. Où ils avaient annoncé la mise en examen de l'accusé, Michel avait déclaré être anéanti. Je le croyais innocent, avait-elle ajouté. Elle confirme, au départ, ça m'apparaît impossible que ce soit Cédric. Mais je ne peux pas non plus dire c'est Cédric. Aujourd'hui encore, on n'a pas plus d'éléments que ça, donc on ne peut pas. Mais Delphine, elle n'aurait jamais abandonné ses enfants, insiste-t-elle. Oui, la défense ne conteste pas ça, répond simplement Alexandre Martin, l'avocat de Cédric. On entend maintenant Emmeline, aide-soignante et ancienne collègue de Delphine, elle aussi. Nous dit Delphine était rayonnante, très patiente avec les patients, on parlait de tout, surtout des enfants et quelques bribes de sa vie de couple, déclare-t-elle. Elle se souvient que la disparue portait beaucoup de ses lunettes. Les lunettes retrouvées cassées au domicile du couple sont projetées. Emeline assure qu'elle n'était pas dans cet état à l'époque. En audition, Emeline avait relaté un souvenir très précis d'une marche blanche avec Cédric Jubilard. Elle avait affirmé que celui-ci avait déclaré ne pas comprendre comment on pouvait dépenser autant d'argent pour une banderole, pour une personne qui ne reviendra jamais.
Bon, ben... Ok. Et... Mais quelle gênance absolue. Imagine, t'es la collègue d'une femme qui a disparu et t'as son mari, ce gros balourd, ce gros lourdingue, qui dit mais comment on fait pour... pourquoi vous dépensez autant pour une banderole? Mais elle va jamais revenir. Hein? Hein? Mais déjà, Monsieur Krabs sort de ce corps, déjà. Et en plus, mais le dis pas à voix haute, bordel de merde! Pourquoi il est comme ça? Même après l'avoir tué, il continue de la détester. Alors oui, par contre, oui, je crois que je l'ai pas dit pendant toute la durée du procès, mais je vous le dis, Cédric détestait Delphine. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, qu'un mari déteste sa femme. Mais il avait beaucoup de ressentiment envers elle, vraiment. Il l'a détestée. On le voit juste dans son comportement, comment il parle d'elle, même après qu'elle ait disparu, il lui crache littéralement dessus, il lui crache à la gueule, frère. Oh. Il l'a détestée. Il détestait sa femme. Et ça, par contre, ça c'est mon avis personnel de vous à moi, non de moi à vous. Et c'est une certitude également. Pourtant, je n'ai pas tout le temps de certitude, mais j'ai la certitude qu'il a détesté. Et là, on en a encore une fois la preuve. Mais moi, fallait juste l'audio où il parle de... elle faisait pas la poussière alors qu'elle venait de disparaître devant son frère et son cousin. C'est une blague, la mère de ses enfants. Ouais. Mais à part ça, s'il n'est pas coupable, désolé, mais il est complètement con. En fait, c'est ça le truc. C'est que ce ne sont pas des preuves en soi, mais l'interprétation qu'on peut en faire, et même l'opinion qu'on peut avoir d'un individu aussi exécrable, excusez-moi. Excusez-moi. Elle ne le méritait pas. Aucune femme ne mérite pas, ne mérite ça, vraiment. Aucune femme ne mérite d'avoir un homme. De toute façon, les filles, si votre homme vous déteste, quittez-le. Quittez-le, parce qu'il peut tellement vous détester qu'il peut vous tuer. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Vraiment. Mais les deux se détestaient, non? Ah non, Delphine le détestait pas. Hein. Elle le détestait pas. Hein. Dans son comportement, il n'y avait rien qui montrait qu'elle le détestait. Et elle avait de quoi, pour le coup. Elle avait de quoi. Mais lui, en fait, quand je vous dis ça, c'est que la haine qu'il avait, ça va prendre racine donc, dans un contexte patriarcal, dans un monde foncièrement misogyne. Et en fait, je vois beaucoup en fait, de choses, de schémas que je revois énormément dans les témoignages que je peux lire ou même chez les proches autour de moi, quand on parle, quand on me raconte un peu les histoires. Souvent, en fait, quand la femme ne veut plus être l'esclave, j'utilise le terme esclave parce qu'il faut l'utiliser, quand la femme ne veut plus être une esclave, souvent, l'homme, mais déjà de base, en fait, si tu veux faire d'une femme ton esclave, tu ne l'aimes pas, tu la détestes. Il y a de la haine, il y a du ressentiment. C'est pas normal. Mais là, le fait qu'il en parle à ses proches, aux proches de Delphine, comme ça, et même au-delà des proches de Delphine, là, c'était que sa collègue. Vous voyez comment il parle d'elle? Il avait que du mépris pour cette femme. Il l'a détestée. Et ça confirme. On le savait déjà, mais moi ça me le confirme. Elle l'aimait pas non plus. Ben, comment tu veux aimer ça? Mais elle l'aimait pas, mais elle voulait partir. Lui, non. Lui, il voulait gâcher sa vie parce qu'il l'a détestée. Il avait du mépris pour cette femme. Du mépris, de la haine. Elle n'avait pas de haine. Elle voulait vivre sa vie de femme. C'est tout. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de misogynie, de patriarcat, c'est ça. Parce que ce schéma, je le vois tout le temps. Tout le temps. C'est de la haine. Il l'a détesté. C'est tout. Delphine voulait juste se barrer. Bah, clairement, oui. Clairement, oui. C'était son seul crime, si je puis me permettre. Alors que Cédric, non. Il voulait faire de Delphine son esclave, encore et toujours. Il voulait encore qu'elle soit sous son emprise, etc. Il voulait juste la posséder. Il ne l'aimait pas. Merci, Pulgita. Merci. C'est exactement ça. C'est une histoire de domination et on sait très bien que Cédric voulait même dominer des enfants. Donc on savait que c'était dans son fort intérieur. Mais ça vient aussi du patriarcat, les amis. Elle ne l'aimait plus.
C'est vrai. Il a le seum contre elle car il savait très bien que si elle se cassait, il resterait comme un con car une femme ne veut pas d'un mec. Car aucune femme ne veut d'un mec comme ça. En plus, enfin, elle avait quelqu'un d'autre, donc elle avait réussi à rebondir, entre guillemets. Donc il avait encore plus le seum. Elle réussissait dans sa vie. Elle voulait plus être sous son emprise. Elle voulait plus qu'il ponctionne son argent et l'argent de ses enfants. Après, c'est ça, c'est des mobiles, hein, les amis. Hein. J'ai une amie qui est dans cette situation. Son mari a même fait un signalement à l'ASE juste pour l'atteindre via son propre fils. Et ça arrive, les amis, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Comment, en fait, si ce n'est pas de la haine, et je dis pas que ça n'arrive pas pour les hommes aussi, hein, mais on le voit plus en majorité, c'est plus les hommes que les femmes. Mais parce que ça trouve racine dans vraiment de la misogynie. Mais il y a aussi, évidemment, dans les deux sens. Bref. Comment tu peux faire ça à ton enfant? Tu détestes ta femme, il n'y a pas de problème. Enfin, s'il y a un problème, mais soit. Mais tu vas priver ton enfant de sa mère juste parce que tu as le seum. Il y a peut-être pas de corps, mais il y a tellement de mobiles. Ça, je suis d'accord. Sur ça, on se rejoint. Mon écran marche plus. Il est revenu. Souvent, les misogynes recherchent les femmes fortes car ils ont le défi de les détruire. Ben, c'est un challenge, évidemment. Et on sait très bien que les hommes, ils aiment bien voilà, montrer qui est la plus grosse et montrer qui est le patron. Allez, on continue. Du coup, en audition, Emeline, du coup, avait dit pourquoi dépenser autant d'argent. Enfin, Cédric avait dit, elle a relaté, qu'il avait dit pourquoi dépenser autant d'argent pour une banderole pour une personne qui ne reviendra jamais. Aujourd'hui, elle dit ne pas s'en souvenir, mais c'est possible que je l'ai dit, précise-t-elle à la barre. Précision d'un confrère, cette marche silencieuse avait eu lieu en juin 2021. On entend maintenant Christophe Le Faou, enquêteur technique par la Direction générale de l'armement. Il a réalisé l'expertise des lunettes de Delphine Jubilard. Ah, ça va être intéressant. Excusez-moi les amis. Hop. Sa démonstration est extrêmement méthodique. L'expert s'appuie sur un PowerPoint. Il explique avoir procédé en plusieurs expérimentations. Sur la face interne des lunettes, on voit énormément de dommages, avec une rupture des deux branches, rose et marron. Les deux verres sont énormément abîmés. Le verre droit est rayé avec une quantité de rayures assez importante. Le verre gauche est même entamé. Les rayures sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus abîmées que le verre droit, détaille-t-il. Il considère qu'il faut un seuil d'énergie de 83 joules, très technique, pour arriver à casser la monture. J'ai conscience que 83 joules, ça ne parle pas forcément comme ça. Tout à fait, explique-nous. Donc j'ai essayé de retranscrire une équivalence. Ça correspond à une masse de 5 kg qui tombe d'1,60 m. On peut imaginer une masse de 2 kg lancée à 32 km/h, détaille-t-il. Merci pour ces explications qui nous expliquent pas grand-chose, mais merci à lui d'avoir essayé. L'expert estime que l'étendue des dommages observés sur la monture sont compatibles avec la dimension d'un point, d'un pied, d'objets aux dimensions proches d'objets du mobilier. 83 joules, c'est énorme. Ah, on a des experts dans le chat. Du coup, en revanche, les dommages observés ne sont pas compatibles avec le fait de les faire tomber au sol, le fait de s'asseoir ou de marcher dessus, ni avec l'action d'un enfant, car l'énergie dégagée par un enfant n'est pas suffisante pour arriver à 83 joules. Ah oui, quand même. Donc ça veut dire que même dans le cas où, en plus, comme par hasard, aujourd'hui, je porte les lunettes. Mais dans le cas où, ok, je prends mes lunettes... Oh, la trace. Je prends les lunettes, je m'assois dessus, avec mon énorme fiac, et Dieu sait qu'il est grand, et gros, et imposant, parce que je mange beaucoup de chocolat. Ça va pas, on va pas atteindre les 83 joules. Donc il y avait de la patate, quoi. C'est pas juste du poids. C'est pas juste une question de poids, il y a une question de quoi? D'inertie. Test en live, Pipa, s'il te plaît. Les amis, s'il vous plaît, j'ai mal aux yeux. Je suis trop restée sur l'ordi avec les montages et tout, j'en peux plus. 83 joules, ça veut dire qu'il y a beaucoup de force. Mais au-delà de la... Ouais, en fait, il y a de... C'est pas de l'inertie, si, c'est ça? De la... Enfin... De la vitesse. La patate de mec de chantier, peut-être. Mais en fait, c'est ça, parce que... Enfin... Ouais, si même s'asseoir dessus, ça va pas donner l'énergie qu'il faut pour les avoir cassés...
C'est un choc, c'est tout. Mais apparemment, ce n'est pas qu'un choc. Il y a eu du mouvement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? De l'impulsion? Ouais. Les joules, c'est quoi? C'est vitesse plus poids, c'est ça? On continue. Peut-être qu'il va l'expliquer. Les dommages observés sur les verres, donc, le fait que la branche gauche ne soit plus fonctionnelle montre que les lunettes sont inutilisables en l'état, conclut l'expert. Morad Batik lui demande à combien de joules on mesure le coup de poing d'un homme à poids lourd qui est un boxeur. Ah, très excellente question. Je ne vais pas partir du principe du poids lourd, mais les équivalences dans ma présentation peuvent correspondre à la masse moyenne d'un poids adulte, de l'ordre de 2 kilos. Ok. Tu m'as déconcentré. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Non, ça peut pas être un choc. Ouais. Ok. La vitesse moyenne d'un coup porté par un adulte est de 9 mètres par seconde. Ok. 9 mètres par seconde. Donc 83 joules est une énergie atteignable par un coup de poing porté par un adulte. Ok. Le coût moyen d'un individu de 35 ans de type plutôt fin, c'est 80 joules, lui demande Morad Batik. Oui, corrobore les données. Ça corrobore les données que je viens de donner. Ok. Donc, pour quelqu'un de normal, corpulence normale, qui a 35 ans, un coup de poing, ça correspond à 80 joules, en moyenne. Donc là, on est en moyenne un peu plus haute, 83 joules. Joule, c'est masse fois vitesse fois vitesse. Ça dépend de la masse de l'objet et surtout de la vitesse que tu lui donnes. Ok, mais donc c'est pas juste un choc, quoi. Mais elle était plus grande que lui, je crois. Oh, je sais pas si ça change grand-chose. Hein. On continue. Du coup, la présidente interroge Cédric Jubilard sur les lunettes. Quand est-ce qu'elle portait des lentilles et quand est-ce qu'elle portait des lunettes, lui demande-t-elle. Depuis qu'elle avait cassé ses lunettes, elle portait plus ses lentilles, affirme-t-il. Donc lui affirme que ses lunettes étaient cassées. C'était des lentilles jetables ou pas, lui demande la présidente. L'accusé dit ne pas savoir. La magistrate est sceptique. Elle portait ses lunettes le soir après la douche, poursuit-elle. Ça arrivait, oui, répond Cédric. Elle remettait des lentilles après sa douche, lui demande la présidente. Ça dépend à quelle heure elle allait à la douche. Mais qui... Alors, à part si vraiment tu vois rien, tu rentres du travail, tu vas dormir, tu te douches, tu vas pas mettre des lentilles. Tu risques de t'endormir avec. Enfin, après, c'est que moi. Il sait rien de sa femme, ça rend fou. En fait, il est brouillon, il est tout le temps brouillon. C'est vrai que c'est agaçant. Du coup, ça dépend donc à quelle heure elle rentrait à la douche. Quand elle prenait sa douche et que vous n'étiez pas couché lorsqu'elle sortait de la salle de bain, est-ce qu'elle portait ses lunettes? Reformule la présidente. Je ne saurais pas vous dire, réponse. C'était ta femme ou c'était ta coloc? Est-ce que le 15 au soir, elle portait ses lunettes, poursuit-elle? Je ne saurais pas vous dire, rétorque-t-il à nouveau. L'accusé répond toujours du tac au tac. Vous avez dit au cours de la procédure qu'elle s'était douchée et que vous aussi, vous alliez vous doucher. Aujourd'hui, vous ne vous en souvenez pas, lui demande la présidente. Non, répond Cédric. Les lunettes ont été retrouvées hors d'usage, compte tenu de l'état dans lequel elles ont été retrouvées sur la table de cuisine, rappelle la présidente. Je sais que la petite les a fait tomber à plusieurs reprises, mais je sais pas comment exactement, répond-il. Tu sais rien, quoi. L'expert dit que les dommages ne peuvent pas résulter d'une chute au sol, souligne la présidente. Oui, j'entends bien, mais ce ne sont pas mes lunettes, lance Cédric, agacé. Excuse-nous d'essayer de connaître la vérité sur ce qu'il s'est passé. Son fils a dit qu'elle avait ses lunettes ce soir-là. Oui, c'est vrai. C'est éreintant. C'est éreintant. Merci beaucoup pour le prime, Lana. Lana Solinas. J'ai lu Lana Del Rey dans ma tête. Merci beaucoup d'avoir claqué ton prime avec moi. Merci. Du coup, elle lui rappelle que les lunettes ne se sont pas cassées suite à un choc, à une chute au sol, pardon. Une des branches de ses lunettes est retrouvée derrière le canapé et 3 morceaux sur la table de la cuisine. Mais comment vous l'expliquez, demande la présidente. Réponse de l'accusé. Je n'ai aucune explication là-dessus non plus. Elle cite ensuite les propos d'Emeline, qui affirme l'avoir entendu dire à la marche silencieuse de juin 2021 à un journaliste « Tu vas finir étouffé, comme l'autre. Tu vas voir. » J'en ai marre qu'on m'attribue des phrases que je n'ai pas dites, rétorque Cédric Jubilard.
L'état de... j'en peux plus. L'état des lunettes ne laisse-t-il pas supposer une scène de violence à l'intérieur de la maison, lui demande l'avocat général. Non, répond le trentenaire. Mais en fait, regarde, juste cette question-là, regarde. Moi, ma femme a disparu, ok? On retrouve ces lunettes dans un tel état qu'on dit que c'est pas possible que juste elles soient tombées ou que quelqu'un se soit assis dessus. Il y a eu un certain choc, un certain tac, ok? On me pose la question. On me dit, voilà, vu l'expertise, etc., est-ce que ça suppose pas qu'à l'intérieur de la maison, il n'y ait pas eu peut-être une scène de violence? Moi, je suis inquiet. Je cherche ma femme. Où est ma femme? Je sais pas où elle est. Peut-être que quelqu'un est rentré et lui a mis un coup. Donc oui, supposons tous ensemble. Pourquoi supposer ça? C'est trop demander à Cédric Jubilard. On n'a pas dit que c'était toi. On n'est pas en train de dire que c'est toi. On est en train de dire que est-ce qu'il ne suppose pas qu'il y a une scène de violence à l'intérieur de la maison, sachant que les lunettes ont été retrouvées en débris comme ça, dans cet état, etc. Pourquoi il dit pas oui? Oui. Et ça me fend le cœur de savoir que peut-être, dans les derniers instants, quelqu'un a peut-être mis un coup de poing à Delphine. Il est... Pour expliquer la réaction de Cédric, il faut aussi se souvenir que ça fait des années qu'il est suspect numéro 1, c'est logique qu'il soit blasé. En fait, il pourrait reconduire tout le discours en montrant qu'il est inquiet et que lui aussi, il est dans la recherche de la vérité. Mais il est tellement... Il répond du tac au tac, il répond à côté, il répond oui, non, je sais pas. Et pour moi, c'est pas un homme qui recherche la vérité. Et en plus, il est accusé. Il est le suspect numéro 1, comme tu le dis, si bien. Pourquoi tu ne cherches pas toi aussi la vérité et pourquoi tu ne veux pas rediriger aussi peut-être le discours pour dire mais en fait c'est pas moi, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre et j'aimerais bien savoir qui c'est. Continue. On est d'accord que l'hypothèse du rôdeur apparaît assez farfelue avec les lunettes, poursuit le magistrat. Oui, admet Cédric. Et vous saviez que vous alliez peut-être être suspecté d'avoir fait quelque chose à Delphine, poursuit-il. Oui, répond l'accusé. Ah, bon, quand même. Il avance une hypothèse que la dispute le soir du 15 décembre entre lui et son épouse ait effectivement eu lieu. À ce moment-là, Delphine abîme ses lunettes et que vous vous réveillez le lendemain sans savoir ce que est devenu Delphine. Non, pas du tout, répond l'accusé. L'audience est suspendue. Je me permets de vous partager mon compte-rendu de cette tournée. Ok. L'audience reprend. Le major de gendarmerie, Gilles, elle, s'avance à la barre en uniforme. La présidente lui explique pourquoi elle est convoquée. J'ai décidé de vous demander de comparaître car hier, une difficulté procédurelle a été... Bon, on va reparler du téléphone. A été soulevée par la défense de M. Jubilard. Elle a pointé une contradiction dans le cadre de cette procédure, détaille-t-elle. La gendarmerie a établi un certain nombre de procès-verbaux et il a été indiqué que sur la période des faits, M. Donaghan n'avait jamais quitté le Tarn et Garonne, poursuit-elle. Mais il apparaît que sur un tableau établi à partir des géolocalisations du relais de Cagnac-les-Mines, le numéro de Donaghan a été identifié sur la nuit du 15 au 16 décembre, résume-t-elle. Le gendarme prend la parole. Je suis affecté à la brigade de recherche de Béziers. Antérieurement, j'étais affecté à la section de recherche de Toulouse où j'étais analyste criminel, déclare-t-il en préambule. J'ai été chargé par la direction d'enquête de prendre en compte le travail à effectuer sur les relais et il m'a été demandé d'isoler les téléphones qui se trouvaient sous la couverture du réseau, rapporte Gilles. Au départ, 4737 numéros ont été relevés, mais sur la totalité de 24 heures de la journée de disparition de Delphine Jubilard. Donc, on a réduit de 22h à 6h du matin, et là, on tombe au fameux 551 numéros, et ils ont tous été identifiés, détaille le gendarme. On a écarté tous les abonnements domiciliés sur Cagnac-les-Mines et sur les communes environnantes, car ce ne sera pas discriminatoire du fait que les personnes résidaient sur la même zone géographique, précise-t-elle. On a travaillé sur les 216 autres numéros. 216 fadettes ont été effectuées. Des auditions ont été réalisées sur le pourquoi du comment ces personnes étaient là, cette nuit-là, sous la couverture réseau du domicile des Jubilats, relate le gendarme. Et l'explication tant attendue arrive. La présence de Monsieur M, c'était une erreur de ma part. Le numéro de Donaghan figure bien sur les factures détaillées des relais téléphoniques en tant que correspondant de Delphine Jubilard l'après-midi de sa disparition. Et il s'est retrouvé dans la liste des 551 numéros alors qu'il n'avait pas à s'y trouver, ajoute-t-il. Ok, donc on a une explication. Il apparaît sur cette base, car il est correspondant de Delphine Jubilard, qui est, elle, sous la couverture du réseau, insiste-t-il.
Ok. Comment expliquer cette erreur lui demande la présidente. Ce sont des copier-coller. Je n'ai pas d'explication. Si je l'avais vérifié et que je l'avais vu, je l'aurais annulé. Mais il n'y a pas eu de vérification derrière, explique le gendarme. Un autre point a été soulevé concernant une pièce manquante de la procédure, pointe-t-il. Effectivement, dit la présidente. C'est un bordereau de pièces et au milieu de ce bordereau, nous avons une pièce fantôme, constate-t-elle. Elle fait référence au procès-verbal manquant observé par la défense hier. Un numéro recensé sur le relais, sans plus d'explications, résume la présidente. La pièce correspondant à un numéro recensé sur les relais, ce numéro est au nom de Marlène. Cette fadette n'avait pas non plus de lien avec le positionnement du téléphone sur le secteur de Cagnac-les-Mines. Ok, donc c'est un faux positif. Mais j'aurais marqué que ça correspondait à ce numéro-là, mais je ne l'ai pas fait, dit-il visiblement très embêté. Marlène, c'est un membre de la famille Jubilard, observe la présidente. C'est pas une totale inconnue. L'étude de la facture détaillée de cette ligne montre qu'elle ne couvre pas le réseau du domicile des Jubilard, répond le gendarme. Plus les procédures sont transparentes, moins ce sujet porte à discussion. On est d'accord avec ça, monsieur, recadre la présidente. Oui, répond le gendarme. L'avocat général Pierre Aurignac prend le micro. J'imagine que vous n'avez pas passé une très bonne nuit. Moi non plus. J'ai repris la totalité de vos PV et j'ai vu que vous avez travaillé sur un certain nombre d'investigations sur des recherches sur bornage, dit-il. Votre erreur attire le regard sur un sujet presque périphérique. Nous savons que Donna, Jean, n'avait aucune raison de tuer Delphine, mais cet élément interroge. Nous savons qu'il n'est pas venu à Cagnac-les-Mines, mais vous comprenez la difficulté, pointe-t-il. Ce qu'on peut reprocher à votre travail, c'est un manque de transparence. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres coquilles dans votre travail, poursuit l'avocat général. Je ne pense pas en avoir fait. Mais apparemment, j'en ai fait, répond le gendarme. Le jeu de la défense sera de repérer les coquilles, tente de minimiser le représentant du ministère public. Vous confirmez donc qu'à aucun moment le téléphone de Donna, Jean ne borne à Cagnac-les-Mines, la nuit du 15 décembre. Est-ce que vous avez des données qui permettent de vérifier demande l'avocat général. Oui. J'ai un CD avec moi, avec les fadettes de Donna Jean. Il contient les données du relais de Cagnac-les-Mines, plus les fadettes de Monsieur Donna Jean, détaille Gilles. Ok, donc en fait, ils avaient la localisation de Donna Jean. Ok, Safia Akori, avocate côté partie civile, tient à souligner tout ce que les enquêteurs ont fait vis-à-vis du téléphone de Donna Jean. Elle rappelle qu'il a été saisi et qu'une extraction des données a été effectuée. Ok. Elle rappelle également qu'une perquisition a été réalisée au domicile de Donna et son épouse. D'accord. Emmanuel Franck, avocat de la défense, se dit atterré, mais se demande aussi si ce que vient de déclarer le gendarme lui semble crédible. Votre explication, c'est dire que c'est une erreur. J'ai rentré ce nom. C'est parce qu'il a été en communication avec Delphine Jubilard. Comment c'est possible interroge-t-elle. C'est une erreur et c'est difficile à comprendre, reconnaît-il. C'est difficile à croire aussi, glisse l'avocate de la défense. Je suspends ici ce live tweet afin de rédiger un petit compte-rendu de ces explications. Donc en fait, c'est une histoire de mauvais copier-coller, quoi. C'est ça qui s'est passé. C'est qu'ils se sont emmêlés les pinceaux quand ils ont fait de ce que je comprends, quand ils ont géolocalisé tous les téléphones qui se trouvaient dans la couverture réseau des Jubilars. Il y avait donc l'appel entre Delphine et Donna, Jean, et cet appel-là, il s'est retrouvé dans les 551 numéros. C'est ce que je comprends. Donc comme je disais, l'amant n'était pas à Cagnac. C'est ce que je comprends aussi. Tu bornes sur l'antenne la plus proche, entre guillemets, c'est pour ça. On captait mal à la campagne. Malheureusement, les erreurs, ça arrive. Mais c'est juste que comme il y a tellement de mystères et de... que forcément, ça pose question. Hein. Mon t-shirt, il est misandre. Pourquoi j'ai pas le droit de m'aimer? J'ai pas le droit de m'aimer. Première nouvelle.